Écoutez attentivement. Écoutez le chant funèbre de la pluie qui s'écrase sur le métal froid de la carrosserie, un métronome implacable marquant le temps d'une nuit parisienne totalement indifférente à nos drames intérieurs. C'est un baptême de solitude dans le ventre liquide et sombre du 19e arrondissement, où chaque goutte tombant du ciel semble vouloir laver une peine invisible, une cicatrice que l'asphalte ne pourra jamais effacer. Car ce soir, la ville entière semble pleurer avec une discrétion infinie. Ouvrez les yeux maintenant. Le monde extérieur n'est qu'une aquarelle de tristesse, une peinture impressionniste magnifique et douloureuse qui se dissout sous vos paupières fatiguées par des heures de veille. Les néons rouges d'une pharmacie de garde saignent abondamment sur le bitume luisant, se mêlant aux larmes blanches et fugitives des phares qui déchirent la pénombre avant de disparaître à tout jamais. Chaque lumière est une promesse brisée, un soupir électrique dans le grand silence. Et pourtant, c'est dans cette obscurité que certains prétendent avoir trouvé la plus grande des clartés. À l'intérieur, le silence est différent. Il n'est pas vide, mais lourd, saturé par le bourdonnement grave du moteur au ralenti et par le souffle retenu d'un homme à l'arrêt. Un homme qui observe le monde depuis sa cage de verre et d'acier. Cet homme, c'est moi, Julien, et mon visage n'est qu'un masque blafard sculpté par la lumière froide d'un écran de téléphone, l'unique source de clarté dans cet habitacle confiné. Une voix tremble dans mes écouteurs, une voix d'homme digne malgré sa fêlure qui raconte l'impossible avec une simplicité si désarmante qu'elle en devient presque suspecte, une histoire qui défie toute logique. Et c'est là que je l'ai vu, pas comme une apparition, non. C'était une certitude, une chaleur dans le froid. Il était là, la chaleur dans le froid. C'est leur expression fétiche, le refrain poignant de mon 9e témoin, la 9e âme prétendument sauvée dans ce labyrinthe de béton et de pluie. 9 individus sans aucun lien apparent, un sans-abri grelottant sous un porche, une mère célibataire étranglée par les dettes, un policier au bord du cynisme absolu, tous dispersés dans les replis secrets de la ville, unis par le même récit incroyable. Et mon travail, ma croisade personnelle, consiste à débusquer le fil qui les relie, à exposer l'arnaque monumentale ou le délire collectif qui se cache derrière leur récit de lumière. Car il existe toujours une explication rationnelle, une cause logique, une vérité terre à terre, toujours. Je coupe l'enregistrement. Le silence revient, plus brutal cette fois, seulement perforé par le rythme lancinant des essuie-glaces qui balaient l'eau et les illusions avec une régularité mécanique et froide. Mon propre reflet superposé au paysage urbain me fixe depuis la vitre, et je ne reconnais pas cet étranger aux traits tirés, ce chasseur de fantômes, qui a lui-même perdu son âme dans une tragédie bien trop réelle. Je suis venu ici pour démystifier leur miracle, mais la vérité, c'est que je fuis le seul endroit où un miracle aurait été nécessaire, il y a 3 ans, sur une route de campagne baignée d'un soleil assassin. Cette route de campagne, baignée d'un soleil assassin, était autrefois un chemin de pèlerinage. Pas vers un lieu saint, non, mais vers une certitude intime, une foi simple et solide comme la pierre des vieilles églises. Je me revois des années avant le fracas, dans la pénombre fraîche d'une chapelle de village, la main de ma fille Léa, 6 ans à peine, blottie dans la mienne. C'était un souvenir que je croyais éternel. La lumière dansait. Elle filtrait à travers les vitraux centenaires, projetant des éclats de saphir et de rubis sur les dalles de pierre usées par des générations de prières silencieuses. L'air sentait la cire froide, l'encens lointain et la poussière sacrée. Léa, fascinée, suivait du doigt les trajectoires des grains de poussière qui valsaient dans les raies de lumière, comme si chacun contenait un univers. Elle m'avait demandé si c'était comme ça, à l'intérieur du cœur de Dieu, et j'avais souri, un sourire plein, entier, sans l'ombre d'un doute. J'avais la foi à cette époque, pas une foi théologique complexe, mais une confiance absolue dans l'ordre des choses, dans la bienveillance sous-jacente du monde. Une certitude que la lumière gagne toujours. Je ne savais pas encore que la lumière peut aussi aveugler, ni à quel point le silence qui suit un éclat de rire peut être assourdissant, préfigurant une chute dont personne ne se relève jamais vraiment. 3 ans, 3 années, ou 1 million de secondes de remords. C'était un mardi ordinaire, absurdement ensoleillé, un accident banal, stupide, une seule seconde d'inattention, le temps de me tourner vers elle pour répondre à une question futile sur la couleur du ciel. Sur le siège arrière, Léa tenait un ballon rouge. Je m'en souviens avec une netteté qui me déchire les entrailles. Le ballon s'est échappé par la fenêtre entr'ouverte,
une sphère écarlate flottant un instant dans l'air, défiant la gravité. Un point de couleur vive dans un monde sur le point de basculer dans le gris. Mes yeux l'ont suivi. Une seconde. Le crissement strident des pneus sur l'asphalte chaud a été le premier son du nouveau monde, puis le fracas métallique, la violence inouïe du choc qui tord l'acier comme du papier, et le bruit sourd de mon propre corps projeté contre le volant. Et ensuite, le silence. Un silence total, absolu, plus terrifiant que n'importe quel cri. Un silence si lourd qu'il semblait avoir absorbé tous les sons de l'univers. Un silence peuplé uniquement par l'odeur âcre de la fumée et le goût du sang dans ma bouche. Ma foi ne s'est pas évaporée ce jour-là. Elle ne s'est pas étiolée avec le temps. Elle a explosé en 1000 morceaux au moment de l'impact, aussi brutalement que le pare-brise sous la violence de la collision. Notre mariage n'a pas survécu à ce silence. Comment un amour peut-il respirer dans un vide aussi complet, dans une maison où chaque pièce est hantée par une absence? Nous sommes devenus deux étrangers, partageant une même culpabilité, un fardeau trop lourd pour être porté à deux. Elle est partie, et mon travail est devenu mon unique refuge, ou plutôt mon champ de bataille. Mes documentaires, autrefois des portraits humains lumineux, des explorations de la résilience et de la beauté, cachés, se sont transformés en quêtes cyniques pour démystifier, pour déconstruire, pour prouver que derrière chaque lumière se cache une manipulation. Je suis devenu un chirurgien de l'âme, mais avec un scalpel rouillé, cherchant la tumeur de l'illusion dans le cœur des croyants. Ce projet sur les 9 miracles de Paris est l'aboutissement de cette croisade inversée. C'est mon projet ultime. Il doit prouver au monde, et surtout à moi-même, que l'espoir n'est qu'une illusion chimique, une construction neuronale pour supporter l'insupportable. Chaque témoignage que je recueille n'est pas une enquête sur leur foi, mais un réquisitoire implacable contre la mienne, celle qui est morte sur le bord d'une route ensoleillée. Ma douleur est devenue le moteur de mon scepticisme, une armure que je porte pour ne plus jamais être vulnérable. Je ne cherche pas la vérité, je cherche la confirmation de mon propre désert intérieur. Si je parviens à prouver que ces 9 histoires ne sont qu'une orchestration, un placebo humain savamment administré par un manipulateur ou une coïncidence statistique, alors l'absence de miracle pour Léa trouvera sa justification logique dans un univers froid, mécanique et indifférent. Cela validera mon monde, un monde sans grâce, sans intervention, sans chaleur dans le froid, un monde où les ballons rouges s'envolent et où les petites filles disparaissent sans autre raison que le hasard brutal. Mon antagoniste intérieur, cette voix froide et logique qui a pris le contrôle depuis l'accident, me le murmure sans cesse. Cherche le fil, trouve l'homme, démolis leur château de cartes, c'est la seule absolution que tu trouveras. Et c'est cette rage froide qui me guide, ce soir, alors que je redémarre le moteur prêt à affronter le prochain témoignage, une autre âme à qui je compte bien prouver que sa lumière n'est qu'un mirage dans l'obscurité. Le combat commence ici, pas dans les rues sombres ou les appartements tristes, il commence dans le silence de mon propre crâne, mon procès intérieur. Il se déroule en permanence. Mon appartement est un sanctuaire du provisoire, une grotte où je me réfugie entre 2 expéditions dans la foi des autres. L'air y est lourd, il sent le café froid et les nuits sans sommeil. La seule lumière est la lueur bleutée de mon ordinateur portable, projetant des ombres dansantes sur les piles de livres et de cassettes. J'ouvre un dossier que je m'interdis d'ouvrir. Léa, les photos. Apparaissent des centaines, son rire figé dans le temps, ses yeux pleins d'une confiance que j'ai trahie. Je m'arrête sur une image, celle de son dernier anniversaire. Elle porte une robe jaune, couleur soleil, et souffle ses 6 bougies avec une concentration féroce, une petite flamme de vie intense. Puis la voix s'élève, nette, froide, chirurgicale. C'est mon antagoniste intérieur, le procureur de mon âme. Regarde-la bien, chaque pixel de son bonheur est une accusation. Tu cherches un miracle pour eux parce que tu n'en as pas eu pour elle. C'est pathétique. Tu cherches une absolution que personne ne peut te donner, surtout pas ces pauvres gens qui s'accrochent à des chimères. Une rage sourde monte en moi. Je claque l'écran de l'ordinateur avec une violence qui fait trembler mon bureau. Le son sec déchire le silence. Puis le silence revient, plus lourd encore. Le visage de Chloé, la prochaine sur ma liste, m'attend déjà dans un autre dossier. Je la rencontre le lendemain. Son appartement sent le propre, un mélange de lessive et de courage. C'est un petit 2 pièces impeccable dans une barre d'immeubles grise, un univers de couleurs pastel luttant contre la morosité du béton extérieur. Chloé a des cernes sous les yeux, mais son regard brille d'une lueur fragile lorsqu'elle me raconte son histoire. L'enveloppe,
La somme exacte pour payer son loyer apparut sur son paillasson après une nuit de prière désespérée. Ses larmes coulent doucement. Ce ne sont pas des larmes de tristesse mais de gratitude. Je la filme. Je suis un professionnel. Mon œil est collé au viseur, créant une distance aseptisée entre sa douleur et mon analyse. Je la cadre. Je zoome sur une larme qui roule sur sa joue. Je suis un prédateur. Et la voix revient plus insidieuse cette fois, un murmure glacial dans mon oreille. Regarde-la. Vois comme elle est belle dans sa vulnérabilité. Tu te nourris de sa détresse. Tu transformes son espoir le plus intime en données, en rush, que tu vas monter et vendre. Es-tu si différent des charlatans que tu dénonces? Tu lui vends une écoute attentive en échange de son âme. Je sens une pointe de nausée. Je me concentre sur les réglages techniques, la balance des blancs, le niveau audio, des remparts rationnels contre l'empathie. Je la remercie poliment à la fin de l'entretien, rangeant mon matériel avec une efficacité qui masque mon trouble. Cette impression d'être un charognard était familière, presque réconfortante dans sa noirceur, mais elle n'était rien face au vide glacial qui m'attendait dans le prochain lieu de mon pèlerinage inversé. J'ai besoin de silence. Un silence total. Un silence qui ne soit pas celui de mon appartement vide. Sur le chemin du retour, sans vraiment savoir pourquoi, je m'arrête devant une vieille église de quartier, une de ces bâtisses de pierre que les touristes ignorent. Je pousse la lourde porte en bois. L'air à l'intérieur est frais, presque froid. Il porte l'odeur séculaire de la pierre, de la cire et d'un encens lointain. Le parfum fantôme de milliers de prières. Mes pas résonnent dans la nef déserte. Je m'assois au dernier rang, un intrus dans ce lieu de foi. La lumière de fin d'après-midi filtre à travers les vitraux, projetant des taches de couleur saphir et rubis sur les dalles usées. C'est magnifique, c'est un piège. Le silence est absolu, presque oppressant. C'est dans ce vide que mon antagoniste se délecte. Sa voix n'est plus un murmure, mais un ricanement mental. Alors, tu l'attends, le grand frisson, la fameuse chaleur dans le froid? Ouvre les yeux, Julien. Il n'y a que de la pierre, de la poussière et des siècles de faux espoirs ici. Il n'y a personne. Tu le sais mieux que quiconque. Je ferme les yeux, non pour prier, mais pour fuir les couleurs des vitraux. Mais c'est trop tard. Elles ont déjà ravivé une mémoire que j'avais ensevelie sous des tonnes de cynisme. Et la lumière a tout fait basculer. Le souvenir est un vitrail, intact, lumineux. C'était il y a 4 ans, une église de campagne lors de vacances en Normandie. Léa, 5 ans à l'époque, tenait ma main, sa petite main dans la mienne. Une confiance totale. Elle était fascinée par la lumière qui traversait les seins de verre colorés. Je me souviens de l'odeur de l'air, un mélange de bois ciré et de l'herbe coupée qui entrait par la porte entr'ouverte, le son feutré d'un organiste qui répétait un morceau de Bach. Léa me tirait par la manche, sa petite voix claire, résonnant doucement. « Papa, pourquoi le monsieur a un trou dans la main ?» disait-elle en pointant un vitrail du Christ. Je m'étais agenouillé à sa hauteur, et je lui avais expliqué avec des mots simples, des mots qui venèrent d'une foi que je croyais alors aussi solide que les piliers de pierre autour de nous. Je lui avais parlé d'amour, de sacrifice, de lumière qui gagne toujours, et je le croyais. J'avais ressenti à ce moment une paix profonde, une certitude tranquille que tout avait un sens, que nous étions protégés par quelque chose de plus grand. Sa main chaude dans la mienne était l'encre de cette certitude. Je revois son visage levé vers moi, ses yeux grands ouverts, buvant mes paroles comme une vérité absolue, une vérité que j'allais bientôt pulvériser. Mais la mémoire est une bête cruelle. Une image de paradis ne sert souvent qu'à rendre l'enfer qui la suit plus insoutenable encore. Le vitrail explose. La transition est brutale, sans prévenir. Nous sommes dans la A. Voiture 1 an plus tard. Le soleil d'été inonde l'habitacle. Une journée parfaite. La radio joue une chanson stupide et joyeuse. Léa chante à l'arrière, attachée dans son siège auto, en tapant des pieds en rythme. L'odeur de la voiture est celle des vacances, un mélange de crème solaire et de cuir chaud. Je suis détendu, je suis heureux. Je la regarde une seconde dans le rétroviseur. Elle me fait un grand sourire. Puis mon regard est attiré sur le côté de la route. Un ballon rouge, un seul. Ballon rouge, échappé des mains d'un enfant, qui dérive lentement dans les airs avant de rebondir sur l'asphalte. Une seconde, une seule seconde d'inattention, le crissement des pneus, le choc, le verre qui explose en une myriade de diamants mortels, et puis le silence. Un silence absolu, assourdissant, un silence rempli de poussière dorée, dansant dans un rayon de soleil qui traverse le pare-brise brisé, le silence où la chanson de la radio s'est tue, le silence où le son des pieds de ma fille, qui tapait en rythme, a disparu pour toujours.
Je rouvre les yeux. Je suis dans l'église froide. Les taches de couleur sont toujours sur les dalles. Ma foi ne s'est pas évaporée ce jour-là. Elle ne s'est pas envolée comme ce ballon rouge. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Et je passe le reste de ma vie à marcher pieds nus sur les éclats. Mon bureau est un sanctuaire, un tombeau. Les murs sont couverts de cartes de Paris, de photos des 9 témoins, de post-it griffonnés de questions et d'hypothèses. Une toile d'araignée de fil rouge relie les lieux, les heures, les noms. C'est mon processus, ma méthode. Une tentative désespérée de plaquer une logique froide sur des récits brûlants d'émotions. L'odeur de café froid et de poussière imprègne l'air, le seul parfum de ma vie actuelle. Je travaille la nuit quand la ville se tait, quand les fantômes sont plus audacieux. Mon propre fantôme, cette voix intérieure qui a pris les traits d'un procureur impitoyable, ne dort jamais. Elle est mon antagoniste. Elle est la partie de moi qui a survécu à l'accident, la partie froide, logique, celle qui a tout analysé et a rendu son verdict. Coupable. Mon appartement est devenu une salle d'interrogatoire où la seule victime et le seul bourreau sont la même personne, piégés dans une boucle sans fin de souvenirs et d'accusations. Et ce soir, le procès recommence, avec la plus intime des pièces à conviction. L'ordinateur est ouvert. Le dossier s'appelle simplement « Elle ». Je clique. Les clichés défilent sur l'écran, fragments d'un bonheur si total qu'il en devenait obscène. Chaque sourire de Léa, une accusation silencieuse qui transperçait le blindage de mon cynisme. Une photo à la plage, ses cheveux blonds collés par le sel, un seau rouge à la main. Une autre sur mes épaules, dominant le monde de toute sa petite hauteur, son rire capturé à jamais. C'est là que la voix frappe, froide, précise. « Tu les regardes », murmure-t-elle dans le silence de mon crâne. « Tu cherches un miracle pour eux parce que tu n'en as pas eu pour elles. C'est pathétique. » Je peux sentir mon souffle se bloquer dans ma poitrine. La voix continue, implacable. « Tu espères qu'en prouvant leur illusion, tu justifieras l'absence de réponse à ta propre prière ce jour-là. Tu cherches une absolution que personne, absolument personne, ne peut te donner. » Une rage sourde monte en moi. Je referme l'ordinateur portable d'un coup sec, le claquement résonnant comme un coup de feu dans l'appartement, silencieux. Il fallait que je me noie dans le travail, que j'affronte le prochain témoin pour faire taire cette voix. Le lendemain, je suis chez Chloé, la mère célibataire. Son petit appartement sent le linge propre et la soupe de légumes. Une odeur de foyer qui me serre le cœur. Elle est assise en face de moi sur un canapé usé mais propre, une tasse de thé fumante entre ses mains qui tremblent légèrement. Elle me raconte son histoire, le désespoir, la peur de l'expulsion, la prière, un cri, lancé dans le vide, puis cette enveloppe, sur le paillasson, avec la somme exacte. Ses yeux s'emplissent de larmes, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de gratitude, une émotion si pure, si entière, que je me sens sale de la capturer avec l'œil froid de ma caméra. Je suis le professionnel, je hoche la tête, je pose les bonnes questions. Mais à l'intérieur, l'antagoniste ricane. « Regarde-la, regarde cette femme brisée qui s'accroche à un conte de fées. Et regarde-toi, tu te nourris de sa détresse. Tu transformes sa vulnérabilité en image, en données, en un récit que tu vendras. Es-tu si différent des charlatans que tu prétends dénoncer ?» La question me glace. Je continue de filmer, mais la caméra me pèse soudain, comme si elle était faite de plomb. Je devais trouver un lieu où le silence extérieur pourrait peut-être, juste peut-être, étouffer le vacarme intérieur. Je me retrouve, presque malgré moi, dans une église. Pas celle de mon enfance. Une autre, plus grande, plus impersonnelle, près du quartier des affaires. Je n'y viens pas pour prier. J'y viens pour le silence, pour le froid. Je m'assois au dernier rang, comme un intrus. L'air est lourd de l'odeur de la cire d'abeille et de l'encens froid. Des filets de lumière colorée percent la pénombre, projetant des fantômes sur les piliers de pierre. Le silence est presque total, seulement troublé par le craquement lointain d'un meuble en bois. C'est un silence qui devrait apaiser, mais en moi, il ne fait qu'amplifier le vide. Et bien sûr, la voix est là, son murmure plus clair que jamais dans le silence sacré. Alors, tu l'attends, la fameuse chaleur dans le froid, dont ils parlent tous. Regarde autour de toi, Julien. Il n'y a que de la pierre, de la poussière et des siècles de faux espoirs empilés jusqu'à la voûte. Tu le sais mieux que quiconque, il n'y a personne. Je fixe le crucifix au loin, une silhouette de souffrance suspendue dans l'ombre. La voix a raison, il n'y a personne. Puisque Dieu restait silencieux, il était temps de trouver l'homme qui se cachait derrière le rideau. De retour dans mon antre, la dynamique change. La douleur se mue en obsession.
Le procès intérieur est ajourné, remplacé par une véritable enquête. Si ce n'est pas divin, c'est humain. Il faut un coupable, un manipulateur, un fil conducteur tangible. Je délaisse les questions métaphysiques pour les faits bruts. Je superpose les cartes, je crée des chronologies pour chacun des 9 témoignages. Je note les heures, les lieux, les détails. Je cherche la coïncidence impossible, le point commun qui trahirait une orchestration. Mon antagoniste intérieur a changé de rôle. De procureur, il est devenu mon complice, mon analyste. Cherche la méthode, me souffle-t-il pendant que mes doigts volent sur le clavier. Oublie leurs émotions, concentre-toi sur les faits. Un homme ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Trouve l'erreur, démolis le mythe. Je travaille avec une fièvre. Nouvelle, une énergie née non plus du deuil mais de la chasse. Et dans le silence de mon bureau au milieu de la nuit, un nom a commencé à émerger des entretiens. Une présence discrète mentionnée en périphérie de 3, puis 4, puis 5 des miracles. Un nom qui n'apparaissait sur aucun registre officiel. Un fantôme. Elias. Et dans le silence de mon bureau, un nom a commencé à émerger. Encore et encore, comme un murmure dans la machine. Le nom résonnait. Elias. Un simple prénom. Ce n'était plus un murmure fantomatique dans les marges de mes enregistrements, mais une cible précise. Une anomalie tangible qui exigeait une explication. L'obsession a pris le pas sur la douleur, la transformant en un carburant froid et efficace. Je suis retourné à mes cartes, à mes chronologies, mais cette fois avec un visage. Mon antagoniste intérieur, cette voix froide et logique, était devenu mon allié le plus précieux, me guidant dans ce labyrinthe de vie brisée. Oublie le divin, Julien. Cherche l'humain. Cherche ses traces, ses erreurs, son itinéraire. J'ai passé des jours et des nuits à traquer ce fantôme, croisant les horaires des témoignages avec les plans des transports en commun, épluchant les images de vidéosurveillance des commerces avoisinants. Rien. L'homme était une ombre, toujours à la périphérie, toujours insaisissable. Puis, une piste, un détail infime. 3 des témoins avaient mentionné, presque en passant, la soupe populaire distribuée sous le pont de la Concorde. C'était là, je le savais. Le théâtre de l'ange ou la scène de crime du manipulateur. Le cœur battant d'une fureur que je prenais pour de la détermination, je me suis mis en route, ma caméra prête à capturer la vérité, à exposer le grand marionnettiste. Il était temps de mettre un visage sur le fil qui reliait ces 9 âmes. Je l'ai trouvé exactement là où mon instinct me l'avait dit, sous l'arche de pierre monumentale, où le grondement sourd du trafic se mêlait à l'odeur âcre du béton, humide et de la Seine. Il faisait froid, un froid qui mordait les os. Et au milieu d'un petit groupe de silhouettes emmitouflées, il y avait Elias. Il était ordinaire, terriblement, décevamment ordinaire, avec son anorak usé et ses cheveux gris en bataille. Il ne prêchait pas, il ne prophétisait pas. Il versait simplement du café fumant dans des gobelets en carton, tendant à chacun une parole douce, un regard qui semblait dire « Je te vois ». J'ai attendu, caméra cachée, puis je me suis avancé, le cœur rempli d'une juste colère. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Ma voix était plus agressive que je ne l'aurais voulu, coupant à travers le calme de la scène. Le fil, l'ange gardien de ces 9 personnes, qu'est-ce que c'est? Une expérience sociale? Vous montez une secte? Il s'est tourné vers moi, sans surprise, sans défense. Son regard était d'une clarté désarmante. Il m'a tendu un café. « Vous avez froid », a-t-il simplement dit. J'ai refusé d'un geste sec. Il a souri, un sourire d'une infinie tristesse. Je ne suis personne. Je vois une soif, j'offre de l'eau. Je vois un doute. J'offre le silence pour qu'une réponse puisse naître. Le miracle, monsieur, ce n'est pas l'enveloppe sur le paillasson. C'est le cœur de cette mère qui a recommencé à espérer. Je n'ai fait que poser l'enveloppe. L'espoir lui vient d'ailleurs. Son calme était une insulte à ma douleur. Un mur contre lequel ma rage venait se briser. Mon scepticisme, un instant ébranlé par sa sincérité apparente, s'est reconstruit sur de nouvelles fondations, plus solides, plus cyniques encore. Je lui ai tourné le dos, le laissant à ses œuvres de charité. L'odeur du café et de la compassion feinte me collait à la peau. En m'éloignant, la voix de mon antagoniste intérieur a reformulé la situation avec une clarté glaciale. Il n'est pas un prophète, il est plus intelligent que ça. C'est un manipulateur bienveillant, un placebo humain. L'idée a fait son chemin en moi. C'était logique, parfaitement logique. Elias ne prétendait à rien de divin, ce qui le rendait d'autant plus crédible. Il créait les conditions psychologiques parfaites pour que des personnes au bord du gouffre interprètent un simple acte de bonté comme une intervention céleste. C'était une orchestration psychologique de génie.
Et pour le prouver, il me fallait trouver le contre-exemple ultime. Le cas où il n'y avait eu ni sandwich partagé, ni livre oublié, ni regard apaisant. Il me fallait retourner là où la souffrance était pure. Brute, sans aucune interférence humaine. Il me fallait retourner sur les lieux de mon propre accident. Je suis rentré chez moi, j'ai pris ma caméra, l'objet froid et métallique qui me servait de bouclier contre le monde. Cette fois, je n'allais pas filmer les autres. J'allais filmer le vide, l'absence, la preuve irréfutable que lorsque la tragédie frappe, il n'y a personne pour vous tendre la main. Je roulais vers l'épicentre de ma propre ruine, non plus pour démasquer un homme, mais pour affronter un fantôme. Le carrefour n'avait pas changé, il était cruellement banal. Un stop, un platane dont l'écorce portait encore la cicatrice de l'impact des maisons de banlieue silencieuses. 3 ans s'étaient écoulés, mais pour moi, le temps s'était figé ici. C'est alors que le ciel s'est ouvert. Une pluie fine, identique à celle de la nuit où tout a commencé à perler sur le pare-brise. Le rythme hypnotique des essuie-glaces. Le même son, la même atmosphère. J'ai coupé le moteur. Je suis sorti, la caméra à la main, déterminé à capturer l'indifférence de ce lieu. Mais mes mains tremblaient. Les images du passé ont déferlé, non plus comme des flashbacks stylisés, mais comme des vagues violentes et brûlantes. Le ballon rouge de Léa qui roule sur la chaussée, son rire une seconde avant, le crissement assourdissant des pneus sur l'asphalte mouillé, et puis le silence. Ce silence absolu, total, plus terrible que n'importe quel cri. La caméra m'est tombée des mains, son objectif heurtant le bitume avec un bruit sec. Je me suis effondré à genoux, le front contre le sol froid et humide. La façade du documentariste cynique s'est dissoute sous la pluie. Il ne restait que le père. La culpabilité, ce monstre que j'avais tenté de dompter par le travail et la raison, m'a submergé entièrement. J'ai hurlé, un son qui ne venait pas de ma gorge, mais des profondeurs de mon âme brisée. Et dans ce moment de désolation absolue, alors que je croyais être au point le plus bas de mon existence, une ombre s'est projetée sur moi. Il était là, Elias. Comment? Pourquoi? Les questions se sont formées dans mon esprit, mais sont mortes avant d'atteindre mes lèvres. Il n'a rien dit. Il s'est simplement accroupi à mes côtés, sa présence silencieuse formant un abri dérisoire mais puissant contre la pluie et mon propre désespoir. Il est resté ainsi un long moment, laissant mon chagrin se déverser sans jugement. Puis, très lentement, il a tendu la main. Dans sa paume, il y avait un petit morceau de papier cartonné délavé par le temps, sali par la terre, un dessin d'enfant, un grand soleil jaune qui souriait sous des traits de pluie bleue. Le dessin que Léa avait fait pour moi ce jour-là, celui que je pensais perdu à jamais, envolé de la voiture fracassée. Je l'ai pris, mes doigts tremblants caressant le visage souriant du soleil. Les larmes qui coulaient sur mes joues n'étaient plus celles de la culpabilité, mais celles du deuil pur. On ne peut pas changer ce « qui a été », a dit Elias, sa voix douce se mêlant au son de la pluie. Mais on peut changer le regard que l'on porte dessus. Le pardon, surtout celui qu'on s'accorde à soi-même, n'efface pas la cicatrice. Il lui permet de ne plus faire mal. J'ai levé les yeux vers lui, attendant la pique de mon antagoniste intérieur, le commentaire sarcastique, l'explication logique. Mais il n'y avait rien. Pour la première fois depuis 3 ans, le procureur dans ma tête s'était tu. Il n'y avait que le bruit, de la pluie, le contact du papier mouillé contre ma peau, et un silence intérieur, un silence vaste, nouveau et absolument terrifiant. Ce silence, d'abord terrifiant, il est devenu une page blanche, un espace vacant où le vacarme de ma propre accusation avait enfin cessé. La pluie continuait de laver le pare-brise, mais elle ne nettoyait plus seulement la vitre, elle semblait purifier l'air même que je respirais dans l'habitacle. Le dessin de Léa, fragile et précieux dans ma main, n'était plus une relique de ma faillite, mais une boussole, un soleil souriant sous la pluie. C'était sa permission, c'était ma vérité. De retour dans la pénombre de ma salle de montage, l'odeur de métal froid et d'électricité stagnante m'accueillit comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé en moi. Les visages sur les écrans, ceux de Malik, de Chloé, d'Amira, n'étaient plus des pièces à conviction dans mon procès contre l'espoir. Ils étaient des miroirs. Je voyais leur fragilité et je reconnaissais la mienne. Je voyais leur quête de sens et j'admettais enfin la mienne. Sans hésiter, j'ai sélectionné toutes les pistes de ma voix off, des heures de narration cynique, de doutes intellectualisés, de distance professionnelle. J'ai appuyé sur la touche « Supprimer », un son bref, un vide total. Puis j'ai pris le micro, les rapproché de mes lèvres, et j'ai commencé à parler. Ma voix était différente, plus basse,
plus calme. Elle n'affirmait plus, elle partageait. J'ai cherché un grand miracle, ai-je murmuré dans le silence du studio. Une preuve éclatante qui mettrait fin à tous les doutes. J'ai trouvé autre chose. 9 gestes, 9 regards, 9 étincelles dans la nuit. Ce n'était peut-être pas la main de Dieu. Ou peut-être que la main de Dieu, c'est simplement une main tendue, la vôtre, la mienne. Mon documentaire n'était plus une enquête, mais une cartographie de l'espoir, dont chaque spectateur pouvait devenir l'explorateur. Cette carte, je voulais qu'elle soit tangible, qu'elle mène quelque part au-delà de l'écran. Une simple prise de conscience, aussi profonde soit-elle, reste stérile si elle ne germe pas en action. Le film devait donc offrir des outils, des chemins praticables. Alors, dans la nouvelle narration, ma voix, devenue celle d'un compagnon de route plutôt que d'un expert distant, propose un premier pas, une invitation. Je vous invite à une expérience, simple, profonde. Demain, dans les transports, au travail, dans la rue, engagez-vous à vraiment voir une seule personne. Pas la fonction, pas l'uniforme, pas le stéréotype. La personne. Je laissais un silence s'installer. Le visage fatigué de l'homme assis en face de vous dans le métro. Le regard las de la caissière qui scanne vos articles par automatisme, les mains de votre collègue qui tapote nerveusement sur son clavier. Le but n'était pas l'indiscrétion, loin de là. L'objectif était la reconnaissance. Un regard, juste un regard, sans rien attendre en retour. Il s'agit de briser la bulle d'indifférence qui nous isole et qui rend les autres invisibles, tout comme Malik était invisible avant qu'un simple sandwich partagé ne lui redonne son humanité. C'est ce qu'il m'avait dit. Ce n'était pas le pain qui m'a sauvé, c'était son regard, il m'a vu. Voir l'autre, une révolution silencieuse. C'est le premier geste, celui qui brise la solitude et qui nous rappelle notre humanité partagée, une vérité si fondamentale que nous l'oublions chaque jour. Mais voir l'autre n'est que la moitié du chemin, car les plus grandes batailles se livrent souvent contre des fantômes que nous seuls pouvons voir. Ces fantômes, la culpabilité, le regret, la colère qui ronge de l'intérieur. Mon propre combat contre le spectre de cet accident m'avait appris que la compassion envers les autres ne peut pleinement s'épanouir si l'on reste en guerre avec soi-même. Le pardon, surtout celui qu'on s'accorde, est le plus ardu des miracles. Le second exercice que le documentaire propose est donc un dialogue intérieur, un acte de courage silencieux. Ma voix le nomme l'exercice de la lettre non envoyée. L'instruction est douce. Pensez à une personne à qui vous devez pardonner. Ou peut-être, pensez à vous-même. Prenez une feuille de papier, un stylo, et écrivez. Déversez tout, la douleur, l'incompréhension, le ressentiment, sans filtre, sans censure. Le crissement du stylo sur la page devient le son de la libération. Le poids des mots qui quittent. L'esprit pour se fixer sur le papier est une externalisation nécessaire, un premier pas pour se distancier de la souffrance. Vous n'avez pas à l'envoyer, précise ma voix. Cet acte est pour vous. C'est un rituel de reconnaissance de votre propre blessure. C'est le premier pas pour permettre à la cicatrice de ne plus faire mal. En enregistrant ces mots, j'ai compris que le pardon que je cherchais désespérément pour la mort de Léa n'était pas une grâce tombée du ciel, mais une décision. Une décision difficile, que cet acte d'écriture rend tangible, possible. Une fois que ces gestes intérieurs et extérieurs sont compris, le monde lui-même se transforme, révélant une mosaïque de compassion qui était là depuis le début. Le montage final de mon film est devenu cette mosaïque. Les témoignages des 9 âmes ne sont plus des cas d'études isolées, mais les fils colorés d'une même tapisserie. Entre leurs récits, j'ai inséré des images brutes, documentaires, capturées dans le réel, des archives de maraude de la Croix-Rouge par une nuit glaciale où la buée s'échappe des bouches et des gobelets de soupe chaude, des bénévoles dans une banque alimentaire, triant des denrées avec des gestes à la fois rapides et pleins de soin. Un jeune aidant un aîné à traverser une rue bondée, des images simples, puissantes. Mon récit n'était plus isolé. Il se connectait au pouls de la solidarité anonyme qui bat au cœur de la ville. Le film ne cherchait plus à prouver l'existence de Dieu, mais à démontrer la présence du divin dans l'humain. La voix d'un sociologue, cité en voix off, ancre brièvement le propos. L'altruisme n'est pas une anomalie du comportement, mais peut-être son expression la plus essentielle. Le documentaire s'achève sur ce pont entre l'intime et l'universel, sur le visage de chacun des 9 témoins, apaisé, puis sur un plan large de Paris qui s'éveille. Ma dernière phrase n'est plus une conclusion, mais une ouverture, un exercice réflexif final. Et vous,
Qui autour de vous attend une main tendue, un regard, une parole de pardon? Le 10e témoignage, c'est peut-être le vôtre. Car la véritable fin de cette histoire n'apparaît pas à l'écran. Elle commence au moment précis où vous décidez d'en devenir l'un des auteurs. L'écran final s'estompe. Noir. Le silence s'installe dans mon studio de montage, seulement troublé par le bourdonnement discret du disque dur qui s'endort et le lointain murmure de Paris qui s'éveille. Le montage est terminé. Le film est achevé. Je ressens ce vertige familier qui saisit le créateur lorsque l'œuvre le quitte pour commencer sa propre vie dans le regard des autres, une bouteille jetée à l'océan numérique. Pourtant, une insatisfaction tenace, une question lancinante, refuse de se taire. Une pièce du puzzle manque. La plus importante, Elias. L'homme qui était le fil invisible de cette tapisserie humaine a disparu aussi silencieusement qu'il était apparu. J'ai essayé de le retrouver. Je suis retourné sous ce pont où il offrait des cafés chauds. J'ai interrogé les visages fatigués qui hantent ces marges, mais personne ne l'avait revu. Son nom n'évoquait que des haussements d'épaules. Il était une présence, un fantôme de bonté. Il a laissé derrière lui 9 vies transformées, et la mienne, mais il n'a laissé aucune trace de la sienne. Qui était-il vraiment? Quelle était la tragédie personnelle qui l'avait poussé à quitter sa chaire à la Sorbonne pour devenir ce semeur d'actes anonymes? Mon documentaire a raconté les conséquences de sa grâce, mais l'origine de cette source reste un mystère absolu. Cette histoire n'est donc pas finie. Elle ne peut pas l'être. La mienne a trouvé une forme de paix, mais la sienne appelle une nouvelle quête, une enquête qui s'annonce bien plus complexe encore. Cette quête, je ne peux et ne veux la mener seule. C'est pourquoi votre présence ici est si cruciale. Cette conversation que nous avons entamée ne doit pas s'arrêter au générique de fin, elle doit au contraire prendre son envol maintenant. Pour continuer à explorer ensemble ces facettes de la résilience, du pardon et du mystère de la compassion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et surtout à activer les notifications. C'est un geste simple, presque mécanique, mais dans l'écosystème actuel, c'est le signal le plus fort que vous puissiez nous envoyer, la garantie que notre prochain chapitre vous parviendra. Partagez ce film avec une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Un partage n'est pas qu'un clic. C'est un acte de transmission, un geste qui prolonge l'intention d'Elias, celui de tendre la main. Votre soutien actif est le carburant qui nous permettra de financer la suite, de partir sur les traces de cet homme insaisissable pour comprendre ce qui forge une âme capable de guérir les autres. Notre prochaine enquête sera entièrement consacrée à lui, à son passé, à la cicatrice invisible qui l'a fait devenir ce qu'il est. Et en attendant, de nous retrouver, faisons de cet espace un lieu vivant, un 10e témoignage collectif. Votre histoire est précieuse, elle a de la valeur. Je vous invite donc, si le cœur vous en dit, à la partager dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous un moment, même infime, où un simple geste de bonté a illuminé votre journée. Un mot d'un inconnu, un sourire inattendu, une aide que vous n'aviez pas demandée. Faisons de cette section de commentaires un recueil de ces étincelles, une mosaïque d'espoir qui prouve que ces miracles discrets ne sont pas l'exception mais une réalité quotidienne, souvent ignorée. Chaque récit déposé ici sera une lumière de plus dans la nuit, un rappel pour tous ceux qui doutent que la chaleur existe même dans le froid le plus mordant. Lisez les histoires des autres, répondez-y et créons ensemble cette cartographie de l'espoir. Car si le prochain miracle dépendait de nous, il commencerait par cet acte de partage, par la reconnaissance que nos vies sont interconnectées par des fils de compassion que nous avons le pouvoir de tisser ou de laisser se défaire. Quelle sera votre première maille?